Tout autour de nous, des boîtes, des bouteilles, des canettes, des tubes, des emballages. Ils sont partout. Dans la chambre, dans la cuisine, la salle de bain, ils nous envahissent jusque dans les poubelles. Mais en fin de compte, d'où viennent-ils tous ces emballages? Comment nous parviennent-ils? Qui les conçoit? Qui les fabrique? Comment et pourquoi? On appelle cela du packaging? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Des millions d'emballages sont produits chaque jour. Leur durée de vie est éphémère. Nous en consommons en moyenne 5 quotidiennement. C'est un renouvellement incessant. Les packagings changent presque tous les ans. Comment s'y retrouver dans tout cet amoncellement d'emballages? S'ils avaient été recensés et conservés depuis toujours, ils serviraient aujourd'hui à retracer notre histoire. Formidable témoin de l'évolution des tendances de consommation de toutes les populations du globe. Ceux qui les réalisent et les conçoivent nous sont inconnus, alors qu'ils débordent d'imagination pour remplir les présentoirs des magasins que nous fréquentons chaque jour. Nous avons décidé d'aller à leur rencontre pour essayer de comprendre qui ils sont. Le salon Pack Gift, chaque année, accueille les professionnels européens du packaging. Nous y avons rencontré Fabrice Pelletier, auteur du design de plus de 10 000 packaging. C'est dans le mass market et ses contraintes qu'il exerce son métier de designer. La fonction principale du packaging, c'est de contenir un contenant, mais c'est de le préserver, c'est de le transporter. Et ça, ce sont les fonctions de base. Après, il y a une autre fonction du packaging qui est sa fonction commerciale, c'est-à-dire d'aider à vendre le produit, à le reconnaître, à passer l'information. Et il y a une fonction fondamentale dans le packaging, qui est une fonction d'utilisation, c'est d'aider le consommateur à se servir du produit. Bien ouvrir, bien fermer, bien porter, bien refermer. Voilà globalement les fonctions d'un packaging. L'enveloppe, c'est le corps du produit. J'ai tendance à dire que l'intérieur, c'est-à-dire pour une boisson, le jus d'orange, c'est l'âme, et son packaging, c'est son corps, c'est son enveloppe. C'est grâce à ça, à la fois qu'on va reconnaître le produit, par la forme de l'emballage, par le graphisme qui va être posé dessus, mais c'est aussi ce qui va permettre de nous rendre service, de le tenir plus facilement, l'ouvrir plus facilement. Donc c'est toute l'habilité de son corps, le packaging. Parce que le packaging est, à mon sens, en design, la discipline la plus complète, puisque c'est une discipline qui est à la fois une discipline graphique sur le décor, mais aussi une discipline de volume, à l'instar de ce qui se fait dans le mobilier ou dans la voiture, puisqu'on travaille des volumes, des formes, des ouvertures, énormément de technologie. Le packaging est un acte de design extrêmement complet et complexe. Le designer packaging, c'est un design sous contrainte. Ce ne sont que des contraintes. Je ne suis pas un artiste quand je fais du packaging, parce que je ne travaille que sur des contraintes. Et la première contrainte, c'est qu'un packaging est beau, un packaging est bien fait lorsqu'il est bien produit. Donc la première contrainte, c'est de comprendre que ces packagings que vous avez là ont été produits à des quantités industrielles qui vont de 300 000 à 1 million d'exemplaires. Et donc, quand on crée un packaging, la première contrainte, c'est qu'il doit être produit et reproduit. Et paradoxalement, plus il y a de contraintes, plus je suis heureux, parce que plus je peux me dépasser pour essayer de sublimer ces contraintes. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est vraiment la quintessence de ce qu'on peut faire en emballage, puisque nous avons essayé de travailler sur tout. Nous avons travaillé sur la préhension, une préhension vraiment agréable, un toucher agréable, sur l'ouverture avec une sécurité. On peut l'ouvrir d'un coup de pouce, donc la praticité d'utilisation. Et aussi sur des choses qui ne se voient absolument pas, c'est-à-dire l'éco-design, l'écologie.
Cette salière, les gens ne peuvent pas le voir, mais permet d'économiser à peu près 40% de camions par an. Les autres salières donc étaient mises dans des cartons pour être remplies, donc finalement vous transportiez du vide. Avec cette salière, elle a été dessinée comme ça pour pouvoir être empilée. Et donc, au lieu de transporter toutes les 4 salières, on gagne en fait une salière. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes dans la sécurité alimentaire. Un produit qui semble mal fermé, personne ne l'achètera. C'est d'avoir un produit pratique, facile à ouvrir. Une des principales causes de non-réachat d'un produit, c'est parce qu'on a eu un accident à l'utilisation, soit parce qu'on l'a mal ouvert, soit parce qu'il a glissé des mains, on ne pouvait pas bien le prendre. Quelqu'un qui a un petit stress avec un produit, même si la marque est géniale, etc., s'il a un petit stress avec le packaging, il y a peu de chances qu'il rachète le produit. Je suis un caméléon. Je n'ai pas de modèle d'influence, je travaille pour des marques et je travaille pour répondre à des problématiques de positionnement de produits. C'est un acte de communication. Désormais, le packaging devra répondre à de nouvelles obligations pour inscrire la création des emballages dans un cadre plus respectueux de l'environnement. Le packaging devra répondre aux attentes socio-économiques et environnementales des consommateurs en leur proposant des innovations, tant sur la forme et les matériaux que sur les technologies et les procédés ayant un impact minimal sur l'environnement à chaque étape du cycle du produit. Réduire, réutiliser, recycler sont désormais les 3 maîtres mots, car le packaging s'oriente indubitablement vers le respect de l'écosystème. Ce contre quoi il faut lutter, c'est le suremballage. C'est le gaspillage du suremballage, c'est-à-dire de faire des emballages beaucoup trop grands pour ce qu'ils contiennent, de faire des emballages avec beaucoup trop de matériaux d'emballage, donc alléger les emballages, les rendre plus petits et surtout, ce sur quoi il faut vraiment travailler énormément, et ça c'est fondamental, c'est toute la logistique, puisque dans tout le cycle de production d'un produit et de l'emballage, en fait, il faut comprendre qu'il y a des camions et des camions qui transportent. Transporter de l'emballage vide, ça met autant de camions sur la route que transporter de l'emballage plein. Aujourd'hui, on a des camions pour certains types de matériaux qui traversent l'Europe avec des emballages vides pour aller se faire remplir dans un point A et puis qui vont retourner ailleurs, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et là, on pourrait gagner énormément de choses. Et là, encore une fois, le consommateur ne le verra pas, mais je peux vous dire que la planète le verra et s'en ressentira bien. C'est de travailler sur toute cette logistique pour minimiser les phases de transport, rapprocher les sites de fabrication d'emballage des sites de remplissage, essayer de faire des emballages qui tiennent moins de place dans les phases de logistique quand ils sont vides, etc. Et là, on peut gagner énormément pour la planète. Quand on parle des déchets d'emballage, et quand on ne parle que de ce petit point, c'est-à-dire chez les gens, mais quand on parle vraiment du cycle de vie, comment on va faire pour sauvegarder notre planète et faire de véritables gains? Vous avez la production, l'extraction des matériaux d'emballage, vous avez la transformation des matériaux, vous avez la fabrication des emballages, le remplissage des emballages, la vente, le recyclage, et autour de ça, vous avez des camions. En fait, c'est sur toutes ces phases qu'on peut gagner énormément. Et la première phase sur laquelle on peut gagner de manière définitive, mais c'est du jour au lendemain, c'est en minimisant les phases de transport. Et moi, mon travail sur l'éco-design, c'est de sensibiliser mes clients là-dessus et d'essayer de travailler touche par touche, partout, pour améliorer l'impact écologique, l'impact environnemental. Ne se focaliser
que sur les déchets, c'est uniquement de parler de ça, et c'est vraiment le petit bout de la lorgnette. L'emballage, cet objet quotidien que nous jetons à la poubelle en moyenne 2 à 10 fois par jour, nous paraît être un énorme vecteur de pollution. Ce n'est pas tout à fait juste. Les emballages issus du packaging ne représentent en France que 5% des ordures globales, parmi lesquelles près de la moitié est recyclée dans le tri sélectif. Une poubelle encombrée est une poubelle qui ne pollue pas. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le recyclage va permettre la réutilisation des matériaux pour de nouveaux emballages. Seuls les déchets qui échappent au tri sélectif des poubelles polluent.